Bonjour, merci de m'avoir invité pour parler de la prise en charge de l'obésité. Encore un peu de courage, c'est la nutrition, mais c'est sympa aussi. Donc je vais rester sur quelque chose de très pratico-pratique pour vous aider au quotidien, de savoir quoi faire avec les patients souffrant d'obésité, qui a un risque cardiovasculaire déjà bien connu et on n'a pas besoin de le prouver de nouveau. Donc une première définition, c'est un excès de graisse qui nuit à la santé, c'est l'OMS qui donne cette définition, avec comme indicateur qu'on prend l'IMC. Alors vous ne regardez pas la première ligne, qui est en fait pas vraiment, on ne peut pas faire de diagnostic de la dénutrition, qui est mon deuxième dada, enfin mon premier dada en fait, à l'UTNC. Mais surtout la suite sur l'obésité modérée, sévère ou massive, donc obésité stade 1, 2 ou 3, qu'on peut prendre en charge. Donc moi, juste pour préciser, que je n'ai pas dit au diaporama, je travaille au début du diaporama, je travaille à l'UTNC, donc tout le monde connaît, bien sûr. Unité transversale de la nutrition clinique, donc on est en milieu hospitalier, et puis on gère surtout les situations de dénutrition. Et historiquement, au CHU Nord, je prends en charge des patients atteints d'obésité également. Voilà. Donc quel est le point commun de ces trois personnages? J'espère que vous en reconnaissez au moins 2 sur 3. Mais on ne dira pas lesquels. Hein. Donc premier, Teddy Riner. Deuxième, je ne sais pas. Et troisième, Gérard Depardieu. Donc point commun, ils ont tous au-dessus d'un IMC, au-dessus de 35. Voilà. Même Teddy. Et par contre, le risque cardiovasculaire n'est pas du tout le même, parce que Teddy Riner, c'est que du muscle. La deuxième photo, c'est surtout une obésité dite gynoïde, avec moins de risque cardiovasculaire que chez Gérard, qui a une obésité androïde. Comment on peut faire la différence entre les trois obésités? En les regardant, on a le droit. Et puis, si on veut être un peu plus expert, on fait des méthodes d'analyse de la répartition graisseuse. Donc on a l'impédance-métrie, qui est en fait une mesure assez simple que nous, on pratique. Alors, surtout pour le suivi, parce que c'est vrai que le diagnostic se fait assez facilement. Vous regardez la répartition corporelle, là vous avez une idée quand même du risque cardiovasculaire des différents IMC. Donc l'impédance-métrie, mais ça ne montre pas vraiment la répartition précise, sinon on fait des DEXA. Et les DEXA sont disponibles surtout, on a des DEXA en milieu, dans le privé, qu'en public on ne fait pas trop. Mais c'est possible, en tout cas c'est comme un scanner en fait. Voilà, donc le mécanisme sous-jacent sur la prise pondérale, c'est une histoire de balance énergétique. Donc après ça, j'espère que vous serez toujours motivés à aller au buffet. Mais bon, c'est pas de ma faute. En tout cas, si vous avez un comportement alimentaire équilibré, vous serez dans la première situation. C'est-à-dire que vous avez faim, vous mangez, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Bon, après, il y a des histoires d'envie, mais bon, normalement, vous êtes dans la première situation. Ensuite, la deuxième situation, c'est la situation de l'obésité. Donc en fait, il y a un déficit. Il y a une différence entre les apports et les dépenses. Donc, ce sont des patients qui ont trop d'apports par rapport aux dépenses. Dans les dépenses énergétiques, on a plusieurs sortes de dépenses. Il y a le métabolisme de base qui compte pour environ 60 à 70%, la thermogénèse qui compte pour 10%, et puis 30%, c'est l'activité physique, 20 à 30% l'activité physique. Bien sûr, sur le métabolisme de base et la thermogénèse, on ne pourra pas modifier au quotidien. Mais sur l'activité physique, c'est là où on pourra intervenir et faire intervenir la motivation des patients. Et bien sûr, l'apport alimentaire, on va travailler dessus. La troisième situation, c'est en cas de perte de poids, donc ce qu'on voit généralement, on peut voir chez l'obèse en cas d'obésité sarcopénique et en cas de dénutrition en général. Donc quand on a une situation d'obésité, la plupart du temps, on sera dans le cadre de l'obésité commune, c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui. Mais il faut garder en tête qu'il y a la possibilité que ce soit une obésité génétique. Donc c'est 5% des cas. Il y a des obésités génétiques dites syndromiques, donc c'est assez facile à reconnaître parce que ça fait partie de syndromes assez caractéristiques dès l'enfance, comme les Bardet-Biedl syndrome, etc. Ou les obésités monogéniques, qui sont là par contre déjà plus récentes de découverte, donc ça fait à peu près 10 ans qu'on a, en tout cas les mutations réunionnaises. Qu'on a découvert ça, et puis c'est quand c'est hétérozygote, ce sont des tableaux qui sont très hétérogènes, donc pas forcément des patients très obèses, mais ça peut.
Et quand ils sont homozygotes, il y a des troubles endocriniens, mais comme l'obésité, c'est quand même une problématique assez répandue à La Réunion, ça peut passer sous couvert. Donc la mutation dont je m'occupe principalement, ce sont les mutations de leptine récepteur. Donc en fait, c'est des chaînes qui permettent l'apparition de satiété chez les patients. Donc c'est la chaîne leptine-mélanocortine. On a une mutation réunionnaise sur le récepteur de leptine. Et donc, il y a une bonne dizaine de patients qui ont ce type de mutation. Ça donne des obésités donc, précoces dès l'enfance. Ce sont des enfants qui, avant 2 ans, ont des obésités sévères, ont des troubles du comportement alimentaire, donc des parents qui se plaignent d'enfants qui prennent des biberons tout le temps, voire des parents même qui sont signalés au procureur parce qu'ils donnent trop à manger à leurs enfants, alors qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Ou des enfants qui vont défoncer les placards si on leur dit non. Donc voilà, donc c'est assez parlant quand c'est homozygote, quand c'est hétérozygote, beaucoup moins. Et s'il y a des antécédents familiaux, bien sûr, hein, d'obésité sévère. Si l'obésité est au-delà de 50, on a tendance à faire une analyse génétique chez tous les patients. Et puis le parcours du patient, parce que ce n'est pas rare de diagnostiquer des obésités génétiques hétérozygotes chez nos patients, chez lesquels les chirurgies bariatriques n'ont pas fonctionné. Où on peut fonctionner, et donc ils sont à la 2e chirurgie après un bypass, et ils sont toujours en difficulté, donc voilà, donc ça peut mettre la puce à l'oreille. Donc c'est des choses, quand vous voyez des dossiers avec des éléments comme ça, il ne faut pas hésiter à tilter. Et quand on dit obésité massive chez les homozygotes, ils sont à 77 DMC, hein, au-dessus de 70 DMC. Donc c'est des patients qui approchent les 200 kilos. Alors, on parlera surtout d'obésité commune ici, donc des obésités qui sont avec des origines, des causes variées. Donc il y a le risque génétique bien sûr, il y a un peu de génétique, il y a l'accès aux soins de santé, donc ce sont des populations qui sont souvent précaires, une mauvaise qualité de sommeil, des syndromes d'apnée du sommeil, le côté aussi marketing, hein, le fait qu'on incite quand même à la consommation maintenant. Les éléments de vie, donc c'est vrai que ce sont des choses sur lesquelles on insiste parce qu'il y a souvent des psychotraumas, en tout cas ça fait partie de 70% de la population de mes patients a eu un psychotrauma dans les antécédents, non traité généralement, la santé mentale, les prises de psychotropes par exemple, et puis l'alimentation bien sûr sur les troubles du comportement alimentaire. Quelques chiffres clés, bon je ne vais pas tout vous lire, hein, mais en gros c'est une épidémie mondiale. Un élève sur 6 en classe de 3e souffre d'obésité, donc ça ce sont les chiffres nationaux. Hein. D'ailleurs aujourd'hui c'est la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire, vous le savez tous. Et si vous êtes intéressés, il y a plein de webinaires, il y a plein de liens, etc. Toujours intéressant. Voilà. Et la journée mondiale de l'obésité c'est le 4 mars. Donc voilà, c'est quelque chose qui coûte cher à la société, de par leurs conséquences sur la santé. Ouais, c'est quelque chose qui est pas anodin. À La Réunion, donc quelques chiffres de l'INSEE 2019, c'est un Réunionnais sur 2 qui est atteint d'obésité ou de surpoids, 16% d'obèses. Ils souffrent pas mal de problèmes cardiovasculaires, ça fait 38%, problèmes respiratoires, de diabète. N'empêche qu'on est le DOM le moins touché, parce qu'ailleurs c'est plutôt 20%. Il y a plus de Réunionnaises que de Réunionnais, donc 20% contre 12% de femmes en métropole. Et on a une population plus jeune. C'est vrai que le boom économique, l'accès au côté marketing qui pourrait être à l'origine de l'obésité, c'est arrivé dans les années 70 ici, bien plus tôt en métropole. Ça pourrait expliquer en partie ces choses-là. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux patients ? Alors, la première chose, c'est la rééducation nutritionnelle. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit, et c'est comme ça qu'on... Déjà, non, 5 minutes. C'est 1 minute ou 5 minutes ? 5 minutes, ça va, on est à la moitié. Je suis large. La rééducation nutritionnelle, ça permet, on va le développer plus tard, mais ça permet en fait de stabiliser le poids, avec plusieurs professionnels de santé, de pouvoir aborder les différentes causes de l'obésité, dont les troubles du comportement alimentaire. Donc, équipe pluridisciplinaire qui travaille en toute cohésion.
Objectif stabilisation pondérale, hein, les études ils ont montré que en fait, on ne perd pas de poids sur une prise en charge des règles hygiéno-diététiques seules. Donc deux possibilités de parcours, bien sûr, si vous adressez vos patients au CHU, on va pouvoir les orienter comme il faut. Et puis on est en train de développer des projets au CHU, notamment au CHU Nord, sur la prise en charge des patients obèses, que ce soit avec chirurgie ou sans chirurgie bariatrique. Donc on fait partie des structures qui peuvent coordonner ces parcours. Et il y a 2 SSR sur l'île, donc la clinique Oméga et le centre de rééducation de la clinique Sainte-Clotilde, qui proposent des programmes clés en main, si on veut dire comme ça, chez des patients avec des IMC qui sont quand même assez bas. C'est vrai qu'au CHU actuellement, on ne peut pas prendre tout le monde, donc on prend des patients à partir de 35 IMC en fait. Mais on pourrait élargir nos cibles si on avait plus de moyens. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Sauf troubles du comportement alimentaire sévère. Donc les 2 SSR, Clinique Oméga et Centre de rééducation de la clinique Sainte-Clotilde, proposent des rééducations sur 4 semaines. Tous les jours, ils y vont. Ils font des ateliers, cuisine avec la diète, psychologue, bien sûr, activité physique adaptée. Donc vous avez quelques photos qui sont là. Et bien sûr, on travaille avec des partenaires, donc des associations de patients, que ce soit des associations pour l'activité physique adaptée, les associations de patients post-chir bariatrique, des professionnels libéraux. C'est vrai qu'au CHU, au niveau psychiatrique, on est un peu pauvre. Surtout des psychiatres qui auraient la valence troubles du comportement alimentaire, ce qui est essentiel. Donc on travaille beaucoup avec des libéraux. Enfin, moi, je travaille avec les psychiatres libéraux. Et les réseaux d'addiction, bien sûr, parce que dans l'hyperphagie boulimique du patient obèse, il y a des processus addictifs. Donc c'est quelque chose qui est parfois essentiel dans les prises en charge et surtout très efficace. Donc cette prise en charge rééducation nutritionnelle, elle dure à peu près 6 mois. En tout cas, c'est la prise en charge qu'on peut proposer aux patients. Elle peut durer 6 mois. Et en cas d'échec des règles hygiéno-diététiques mises en place, on peut proposer des médicaments. Donc je vous parle de celui-là, je ne vous parle pas de l'Orlista qui a peut-être été utilisé mais qui est plus recommandé, donc on ne l'utilise pas à cause des effets indésirables digestifs notamment. Celui, le petit nouveau du marché, qui n'est pas si nouveau que ça, parce qu'il est utilisé dans le diabète, c'est le sémaglutide, donc les noms commerciaux, c'est l'Ozempic, et pour le patient obèse, ça a été développé sous le nom de Wegovy, que vous voyez là. Pour l'instant, en accès précoce, donc accessible sur prescription de médecins CSO via les pharmacies du CHU. Injection sous-cutanée 1 fois par semaine, avec des posologies progressives, donc 0,25, 0,5, 1 mg, 1,7 et 2, 4, qui permettent une perte de poids de 10 à 15%, ce qui est quand même pas mal, avec une stabilisation ensuite. Les effets secondaires, ce sont les troubles digestifs, donc tout ce qui est diarrhée, constipation, ça dépend des patients, surtout nausées, vomissements, céphalée et asthénie en début de traitement. Juste un petit focus sur le 7-mélanotide, parce que peut-être vous en avez entendu parler, en tout cas les patients si. Donc ils confondent un peu les deux. Donc 7-mélanotide, ce n'est pas la même chose que le sémaglutide. 7-mélanotide, c'est un agoniste du MC4R. Donc je vous ai parlé des obésités. Sur la voie leptine mélanocortine, ça fait partie de l'un des derniers récepteurs. Donc lorsqu'on a une mutation du récepteur de la leptine, on peut donner, ça a l'AMM sur certaines mutations, et puis en cours d'étude pour d'autres, on peut donner ce type de traitement qui permet en fait de stimuler le MC4R et de donner une sensation de satiété. Parce que la problématique des patients atteints d'obésité génétique, c'est l'absence de satiété. Donc, les gens qui ont toujours faim, ce traitement, il permet de retrouver cette sensation de satiété. Donc c'est pas quelque chose, c'est vraiment très spécialisé et ça se prescrit pas comme ça. Donc la chirurgie bariatrique, c'est dans les recommandations toujours en cas d'échec des règles hygiéno-diététiques. J'entends un bip, c'est pour moi. D'accord, c'est presque fini. Indication, c'est au-dessus de 35 IMC, avec comorbidité ou 40. Et les objectifs qu'on peut espérer, c'est 30 à 40% de perte de pondérale. Bien sûr, cette chirurgie fonctionnera moins bien, et les traitements médicamenteux aussi, s'il n'y a pas eu de rééducation nutritionnelle avant, de traitement des troubles du comportement alimentaire, on n'aura pas
de bons résultats sur le traitement médicamenteux et sur la chirurgie bariatrique. Donc les 3 types, enfin surtout les 2 types qu'on utilise ici, qu'on fait ici au CHU, c'est la sleeve et le bypass. Pas trop l'anogastrique, c'est quelque chose qu'on ne fait plus, même dans les centres privés, c'est très peu. Et vous voyez le résultat sur l'OANA, ça marche plutôt bien. Voilà, les conséquences de la chirurgie bariatrique, parce qu'il faut bien le signaler, quand un patient vient pour avoir une chirurgie bariatrique, il faut lui présenter les effets positifs. Il faut bien lui dire qu'on ne fait pas une chirurgie bariatrique pour retrouver le poids de ses 20 ans, pour être super bien dans sa peau et ne plus avoir de problèmes psychologiques. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est avoir moins de traitements, en fait, agir sur toutes les comorbidités, avoir une espérance de vie plus longue et être comme papy, mamie en bas, pouvoir vivre tranquille sans aller tout le temps à l'hôpital pour des comorbidités de l'obésité, arrêter certains traitements, avoir plus de fertilité, notamment chez l'homme aussi, ça a été montré. Et puis l'argent, effectivement, pour nous, ça coûte moins cher à la société d'avoir des patients non obèses. Et il y a des points négatifs tout de même, ça veut dire suivi et traitement vitaminique à vie qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale dans une population qui est déjà en précarité, avoir des troubles digestifs à type de vomissement, de reflux, des troubles psychiatriques avec des retours d'addiction ou des glissements d'addiction. L'addiction alimentaire peut glisser sur des addictions différentes, notamment l'alcoolisme ou autre chose, les jeux d'argent, l'écran, etc. La dépression, le syndrome dépressif, les divorces sont pas non plus rares dans les cas de patients opérés post-chirurgie bariatrique, bref, tout ce qui est psychiatrique. Et puis le cas d'échec, c'est-à-dire qu'on peut être obèse, se faire opérer, 2 ans plus tard, avec l'adaptation, redevenir obèse. Donc les gens sont quand même assez déçus. Donc juste pour conclusion, donc l'obésité, c'est une pathologie chronique et c'est l'une de nos problématiques, c'est de faire comprendre aux patients que c'est une pathologie qu'il faut traiter, dans laquelle il faut s'investir. Le parcours, il est long. On ne le traite pas en 2 mois, multifactoriel, mais ne pas oublier le côté obésité génétique quand même, surtout ici. L'importance de la rééducation nutritionnelle, pluridisciplinaire, sans cette première étape, le reste fonctionne beaucoup moins bien. Les thérapeutiques possibles, mais jamais seules. Et puis, sur les thérapeutiques, petit investissement, petit résultat, grands investissements, grands résultats, mais des risques. Voilà. Merci. Merci beaucoup Julie. On va prendre une seule question dans l'Assemblée, donc ce sera Alain qui posera la question, choisis-la bien. Et en attendant, il y a le docteur Valli qui me faisait la remarque que c'était mieux sous l'air du Mediator. Mais bon, je ne sais pas s'il faut commenter ou pas cette information. Oui, est-ce que vous avez des chiffres sur l'efficacité de la chirurgie bariatrique à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, enfin je sais pas, les études sur la perte de poids et le maintien de la perte de poids. Le fait que ça perdure ou pas sur la perte de poids. Et surtout le pourcentage de gens qui restent minces. Quoi, en fait. Qui restent minces. Ouais. J'ai pas de chiffre précis sur le nombre de personnes qui vont rester minces. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un gros perdu de vue après. Les patients, ils viennent, ils se font opérer, ils perdent 30 à 40%, c'est dans les 2 ans. Et ensuite, on a une grosse partie de la population qui est perdue de vue et on ne sait pas ce qu'elles deviennent. On les retrouve parfois en neurologie avec des troubles neuro parce qu'ils n'ont pas pris leur vitaminothérapie. Donc, et on sait qu'il y a quand même une adaptation physiologique qui font qu'il y aura quand même une petite reprise pondérale. Donc s'il y a un suivi avec le suivi des troubles du comportement alimentaire, la reprise pondérale, elle sera de l'ordre de 5% et on pourra maîtriser les choses comme ça. Mais sans suivi, et malheureusement c'est quand même une grande partie de la population des patients obèses opérés, il y aura une reprise pondérale, peut-être pas revenir au poids initial, mais l'obésité pourra revenir, quoi.